Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler du Ross Mk2. Cette vidéo fait bien évidemment suite à celle où je vous ai parlé du Ross Mk3, le fusil canadien de la Première Guerre mondiale. Et dans cette vidéo, je vous avais évoqué ça. Oui, aujourd'hui on va parler de la variante la plus compliquée de la famille des fusils Ross. Évidemment, ici, je ne vais pas vous reparler de tout le contexte des fusils Ross, du Canada, de Charles Ross et de Sam Hughes. Et oui, normalement, ces noms doivent vous rappeler quelque chose. Brièvement, le Canada, après la Seconde Guerre des Boers en 1902, a besoin de refaire ses stocks de fusils Lee. La couronne britannique autorise le pays à mettre en place une manufacture pour fabriquer ses propres armes. C'est là que Charles Ross, un noble écossais, beau, grand, intelligent et surtout très riche, va proposer son propre fusil qu'il était en train de développer dans un petit atelier du Connecticut. Nous sommes en 1905 et l'armée canadienne adopte le fusil Ross Mk1. Et pour revenir au schéma précédemment montré, il faut bien comprendre que chaque modèle militaire provient directement d'un modèle civil. À la base, le Mk1 est donc le Sporter 1903, le Mk2 le Sporter 1905, etc. Autre point important de l'adoption des fusils Ross, c'est le lien privilégié qu'entretenaient Charles Ross et Samuel Hughes, haut gradé dans l'armée canadienne, et qui fit tout pour que l'arme de Ross soit adoptée. Sauf que petit problème, le fusil Ross Mk1 a été adopté bien trop rapidement. En fait, le Ross Mk1 n'avait que des problèmes. L'action de la culasse était bien trop dure à manipuler, il y avait des problèmes d'extraction des étuis et des surpressions dans la chambre. Le magasin n'était pas bon à manipuler et la tête de culasse avait tendance à trop relever la cartouche lors de l'introduction dans la chambre. Il est donc décidé, dès avril 1904, d'arrêter la production et de passer à un autre modèle, le Mark II. Le Mark II ressemble pas mal au Mark I. Dans l'ensemble, il s'agit du même fusil à culasse rectiligne, chambrant le 303 British, système cut-off et avec ce magasin très spécial de type Harris. C'est là où réside toute la spécificité du Ross Mark II. Le magasin Harris est, je pense, unique comme système. Le principe de fonctionnement est simple. Sur le côté droit, vous avez une sorte de pédale à actionner et qui fait descendre la planchette élévatrice du magasin. Il n'y a pas de clip. Vous pouvez poser les cartouches en vrac dans le magasin et ensuite appuyer sur cette pédale pour faire descendre les cartouches qui vont automatiquement se mettre en quinconce. C'est très simple à utiliser, mais bon, quand j'ai voulu l'utiliser, j'ai bien évidemment réussi à foirer l'alimentation. Ceci dit, j'ai fait l'inverse, à savoir d'abord appuyer sur la pédale et ensuite j'ai inséré les munitions. J'aurais peut-être dû faire l'inverse, mais il me semble que les deux options sont faisables. Alors on peut se poser la question, pourquoi avoir mis en place un tel système alors que les premiers fusils Ross sont clairement inspirés du système Mannlicher et ont des clips? Eh bien d'après les sources, enfin plutôt d'après la source, c'est au fait que durant la guerre des Boers, Charles Ross trouva plutôt pénible d'alimenter cartouche par cartouche son Lee Enfield. Il imagina donc qu'il serait beaucoup plus pratique pour le soldat recevant ses cartouches dans des paquets en papier d'avoir un magasin de type Harris pour charger plus rapidement son arme. Et sa réflexion semble logique et conditionnée à la manière dont les soldats percevaient leurs cartouches à l'époque. Côté britannique, pour résoudre cette problématique, ils ont préféré simplement adapter leurs armes pour pouvoir utiliser des clips de 5 cartouches que vous connaissez tous. Mais au Canada, c'est bien ce système Harris qui a été employé. Alors si le Ross Mk1 était bourré de défauts, qu'avait donc de mieux le Ross Mk2? Eh bien déjà, les soucis d'extraction de cartouches seront résolus en élargissant la chambre. Et en même temps, l'action de la culasse sera modifiée afin que celle-ci s'arme à l'ouverture. Le canon est plus lourd, le boîtier est renforcé et redessiné pour faciliter l'introduction des cartouches dans la chambre. Il y a beaucoup d'autres modifications et honnêtement, je n'ai pas envie d'aller plus loin dans les détails pour la simple et bonne raison qu'il me faudrait avoir un Mark I pour comparer et vous montrer directement les modifications. Et si le Mark II est déjà rarissime chez nous, autant dire qu'il y a peu de chances que je mette la main un jour sur un Mark I. Heureusement pour vous, cela a été fait par Ian McCollum qui a été assez chanceux pour mettre la main sur un exemplaire. Donc je vous mets bien sûr un lien dans la description si vous voulez approfondir vos connaissances sur le Mark I. La fabrication des Ross Mark II commence en mars 1905, tandis que la production des Mark I continue encore car les milices canadiennes n'avaient pas été livrées. Cela perdure donc jusqu'en juillet 1906. C'est incompréhensible vu que le Mark I n'avait que des défauts. Mais bon. Pour revenir à ce schéma et cette nomenclature infernale, les armes anglaises ont donc un système de marques, selon les modèles, et suivi d'étoiles pour signaler des modifications. Par exemple, quelle est la différence entre un Mark II et un Mark II étoile? Simplement le modèle de hausse qui change. Et tout est comme ça. Et ce qui rend la généalogie du Mark II très compliquée, c'est que Charles Ross a décidé de diviser en deux l'évolution du fusil Ross. Oui, cela donne donc deux branches parallèles pour la même arme.
Et c'est pour ça que vous avez une sorte de croisement entre le Mark II, mais équipé Laos MK3, du Ross Mark II, 2 étoiles. Et que de l'autre côté, ça passe du Mark II 1 étoile au Mark II 3 étoiles. Tout ça est plutôt compliqué et honnêtement, moi je vous donne un aperçu global de ce que sont les évolutions autour du fusil Ross, mais rien ne remplacera ce livre où tout est notifié. Attention, je précise tout de même que ce livre, qui est finalement la seule source écrite sur les fusils Ross, n'est pas facile à lire. Mais concrètement, sur le marché, il n'y a que ça. Enfin, quand on arrive à les trouver à moins de 500 $. Finalement, avec toutes ces évolutions du Mark II, le fusil Ross ne sera toujours pas satisfaisant, puisqu'on passera en 1910 au MK3 déjà présenté sur la chaîne. En fait, ce qui a joué en faveur de Charles Ross, c'est déjà son appui politique en la personne de Samuel Hughes, qui ne jurait que par les fusils Ross, et la volonté du pays à fabriquer et utiliser une arme 100% canadienne. Le MK2 ne fut pas employé durant un conflit, et heureusement pour les soldats canadiens. Enfin, il sera quand même utilisé au cours de la Première Guerre mondiale, mais pour les troupes de l'arrière, car il n'y avait pas assez de fusils MK3 pour tous les combattants. Donc ça permettait de libérer de la place en les utilisant par exemple pour les artilleurs ou dans les camps d'entraînement. On les retrouve aussi parmi les marins, mais ça s'arrête là. De toute façon, il avait beaucoup trop de défauts comme arme de combat. Mais par contre, pour le tir sportif, personnellement, je trouve le système de magasin plutôt amusant, car vraiment original. Pour le reste, la détente est ok, l'ergonomie générale est ok aussi. Par contre, les organes de visée sont très fins, et c'est un peu compliqué à utiliser. On a bien sûr pu toucher le gong à 200 mètres, mais à mon avis, ce fusil demande plus de pratique qu'une autre arme pour être à l'aise avec. Aussi, le canon chauffe très vite. Au bout de 10 cartouches, il est vraiment brûlant. Il vaut mieux tirer lentement. Et enfin, la culasse rectiligne est plutôt agréable à utiliser et ne m'a posé aucun souci. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur le fusil Ross Mark II, le reste est tendu très technique sur les différentes évolutions du fusil. Et comme déjà mentionné dans la précédente vidéo, les fusils Ross, c'est une existence de seulement 20 ans, qui se terminera quand l'armée canadienne adoptera fermement l'ESMLE durant le premier conflit mondial, pour mettre au placard ces Ross MK3, à part bien évidemment chez les tireurs d'élite. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, merci au propriétaire de l'arme de m'avoir fait essayer son fusil, très rare en France. Merci au président du club pour son accueil. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter et partager la vidéo. Ça aide au référencement et à soutenir mon travail. Et à la prochaine!